Real-time class. Salut mes chers élèves de 3e préparatoire, bienvenue sur Real-time class. Je suis Monsieur Aïssam Chakroun, le professeur de sciences en français. Et maintenant, on va expliquer leçon 3, les grandeurs physiques en unité 1, la force et le mouvement. Suivez-nous. Resalut et bienvenue mes chers élèves de 3e préparatoire sur un nouvel épisode et une nouvelle leçon, leçon 3, les grandeurs physiques. Alors, avant d'entrer dans le vif de cette leçon, il faudrait savoir les objectifs de la leçon. Donc, quels sont les objectifs de cette leçon? C'est de savoir les concepts de la grandeur physique, de savoir les gendres de la grandeur physique. 3. On doit comparer entre la distance et le déplacement. Et enfin, on doit comparer entre la vitesse et la vitesse vectorielle. On y va. On commence par les grandeurs physiques. C'est quoi les grandeurs physiques? Ce sont les grandeurs quelconques que l'on doit décrire dans notre vie et qui ont unité de mesure. Bien, donnons exemple sur les grandeurs physiques. On a par exemple quoi? Longueur. Bien. Et quoi encore comme grandeur physique? On a la masse. Très bien. Et quoi encore? Température. Et quoi encore? Vitesse. Etc. Et chacune a une unité de mesure. Par exemple, la longueur, on sait déjà que la longueur a une unité de mesure, quoi, mètre ou centimètre. Et la température, c'est Celsius ou bien Kelvin. La masse, c'est kilogramme ou bien gramme. Vitesse, comme on a déjà étudié sur le son 1, c'est mètres par seconde ou bien kilomètres par heure. Et il y a d'autres exemples. Alors, c'est quoi les grandeurs physiques? Ce sont des grandeurs quelconques que l'on décrit dans notre vie et qui ont une unité de mesure. On va savoir les genres des grandeurs physiques. On a deux genres de grandeurs physiques. On a grandeur physique scalaire et on a grandeur physique vectorielle. Quelle est la différence entre elles? Les grandeurs physiques scalaires, ce sont les grandeurs qui ont unité de mesure, quantité et n'ont pas de sens. Mais les grandeurs physiques vectorielles, ce sont les grandeurs physiques qui ont aussi unité de mesure, quantité, mais ont des directions ou bien sens. Donnons quelques exemples sur les grandeurs physiques scalaires et les grandeurs physiques vectorielles. Pour les grandeurs physiques scalaires, on a la distance qui a unité de mesure soit mètre, soit centimètre. On a la vitesse qui a unité de mesure mètre par seconde ou bien kilomètre par heure. On a l'énergie qui a unité de mesure joule. On a la température qui a unité de mesure Kelvin ou bien Celsius. Bien. Et des exemples sur les grandeurs physiques vectorielles, on a quoi? On a l'accélération qui a unité de mesure mètre par seconde carré ou bien kilomètre par heure carré. Et ça, on l'a déjà étudié en leçon 2. On a le déplacement qui a unité de mesure mètre ou bien centimètre. On a la force qui a unité de mesure newton. On a le poids qui a unité de mesure newton aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va comparer entre la distance et le déplacement. On y va. Alors, maintenant, on voit la différence entre la distance et le déplacement. Donc, pour imaginer l'idée et la différence entre eux, voyons ce schéma. Il y a quelqu'un qui commence son trajet du point A
point initial jusqu'au point B. Alors, soit qu'il parcourt comme ça ou bien comme ça, peu importe. Donc, on définit la distance comme la longueur du trajet réel parcouru d'un point initial au point final, quel que soit ce trajet. Pour le déplacement, pour imaginer l'idée et la différence à la distance, donc voyons ici quelqu'un qui commence son trajet du point A et dans une ligne droite vers le point B. Donc, à partir de ça, on définit le déplacement comme c'est la longueur de la ligne droite la plus courte entre le point initial et le point final. Les deux ont les mêmes unités de mesure, soit à mètre ou centimètre. La distance est une grandeur physique scalaire, mais le déplacement est une grandeur physique vectorielle. C'est-à-dire ici que la distance n'a pas besoin de direction, mais a quantité et unité de mesure. Très bien. Et ici, le déplacement a aussi unité de mesure, quantité et direction. Donc, il faut savoir le sens ou la direction pour déterminer le déplacement. Pour mieux comprendre la différence entre la distance et le déplacement, on va prendre un exemple. Un passager qui se dirige vers le nord et parcourt 4 km. Et ensuite se dirige vers l'est et parcourt 3 km. Trouve la distance et le déplacement. Afin de mieux résoudre ce problème, on doit faire un schéma récapitulatif comme ça. Donc, premièrement, il se dirige vers le haut et parcourt 4 km. Très bien. Et ensuite, il se dirige vers l'est. Voilà. Et parcourt combien de kilomètres? 3 km. Donc, trouve la distance et le déplacement. On va faire un pointillé comme ça. Et pour qu'on puisse calculer la distance, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On doit additionner le 4 km et le 3 km parce que c'est la longueur du trajet réel que le passager parcourt. Alors 4 plus 3 égale 7 et on doit mettre l'unité de mesure toujours, c'est kilomètres parce qu'il a mentionné kilomètres. Bien. Pour calculer le déplacement, on doit utiliser l'hypothèse ou bien la théorie de Pythagore. Donc ici, on l'appelle A, B, C. Donc le déplacement soit AC, parce qu'il a commencé son parcours du point A, et ensuite B et ensuite C. Et la ligne droite la plus courte, c'est entre le point A et C. Comment est-ce qu'on peut calculer le déplacement? On fait racine carrée, 4 carré plus 3 carré. Donc, ça fait 16 plus 9 égale racine 25, donc égale 5. Et il faut mettre l'unité de mesure. Et il reste ici une chose très importante. Par rapport au déplacement, on doit mentionner la direction. Ici, 5 km vers nord-est. Et je souligne
cette partie parce que c'est très important de la dire ou bien de la mentionner au niveau du déplacement. Maintenant, on va savoir la différence entre la vitesse et la vitesse vectorielle. Donc, la vitesse, c'est la distance parcourue par unité de temps ou bien intervalle de temps. Et la vitesse vectorielle, c'est le déplacement parcouru par unité de temps ou bien intervalle de temps. Donc, à partir de ces deux définitions, on peut déduire que la vitesse est une grandeur scalaire et la vitesse vectorielle est une grandeur vectorielle. Les deux ont la même unité de mesure, soit kilomètre par heure ou bien mètre par seconde. Pour mieux comprendre comment on peut déterminer la vitesse vectorielle dans un problème, prenons cet exemple. Dans le schéma ci-dessous, une personne se déplace du point A et retourne au point de départ en passant par point B, C et D. Trouve la vitesse moyenne et la vitesse vectorielle en justifiant. Donc, prenons le premier point. Donc, à partir de la première leçon, on sait que la vitesse moyenne égale distance totale sur quoi? Temps total. Très bien. Voilà, on doit citer la loi. Distance totale sur temps total. Donc, distance totale, c'est quoi? C'est 20 plus 40 plus 20 plus 40. Donc, ça fait 120 sur temps total. C'est 25 plus 45, ça fait 70. 70 plus 25, 95. 95 plus 40, 135. Donc, on calcule ça par la calculatrice, soit le résultat doit être en mètres par seconde. Deuxièmement, la vitesse vectorielle. Bon, lorsqu'on retourne au point de départ alors que le déplacement égale 0. Et dans ce cas-là, la vitesse vectorielle doit être égale 0. Pourquoi? Parce que le déplacement égale 0, parce que cette personne est retournée au point de départ. Donc ici, on justifie car le déplacement égale 0. Voilà. Maintenant, on va faire un point sur des remarques très importantes dans cette leçon. Je commence par la question quand. Quand la distance égale déplacement numériquement, c'est quand l'objet se déplace dans une ligne droite et dans un seul sens. Voilà. C'est une question très importante qui passe fréquemment aux examens. Deuxième question. Quand deux déplacements soient égaux. Deux déplacements soient égaux au cas où ils ont deux choses. Premièrement, la même valeur numérique et deuxièmement, la même direction. Parce que si par exemple, on a un déplacement dans ce sens et un autre déplacement qui a la même valeur numérique,
mais dans le sens inverse. Alors, pourtant, les deux ont la même valeur, mais ils ont des directions différentes, alors ils ne sont pas égaux. Donc, il faut absolument les deux conditions pour qu'ils soient égaux. Par rapport au problème, on veut rappeler une règle mathématique par rapport au cercle, parce que ça nous aide à résoudre le problème. Ça, c'est un cercle normal. Il y a un rayon qui passe du centre jusqu'à la surface du cercle. Et ça, c'est le diamètre. Donc, normalement, il faut récupérer deux règles importantes. La première règle, le trajet tout au long du cercle représente quoi? Le périmètre du cercle, qui est égal quoi? De PR. Alors, R, c'est les rayons du cercle. Et quoi encore? Par exemple, imaginons qu'on a un objet qui a fait un quart du trajet d'un cercle. Un quart du trajet d'un cercle et je voudrais déterminer la distance et le déplacement. Donc, premièrement, pour déterminer la distance, alors il s'agit toujours d'évoquer le périmètre de PR. Alors, s'il s'agit d'un quart du trajet d'un cercle, il faut faire un quart fois le périmètre, parce que, on vient de citer tout à l'heure, le périmètre représente le trajet tout au long du cercle. Et un tour complet, c'est-à-dire si je commence par ici, je fais un tour complet et je termine par ici. Ça, c'est le 2PR. Et par rapport au déplacement, dans ce cas-là, alors, ici, on doit tracer la ligne droite la plus courte. Et dans ce cas-là, moi, je vais déterminer le déplacement à l'aide du théorème Pythagore. Dans ce cas-là, on a ici, ça c'est le rayon, parce que du centre jusqu'à la surface du cercle. Et si je veux déterminer le déplacement, alors que le déplacement, qui est vectoriel, égale racine carrée, r carré plus r carré. Ça, c'est très important parce qu'il y a plein de problèmes qui ont besoin d'utiliser cette règle. Maintenant, on va conclure notre leçon par l'application technologique. On sait très bien, nos chers élèves, que la Terre tourne autour d'elle-même. Et ceci provoque le mouvement du vent. Et dans ce sens, les pilotes prennent en compte la vitesse vectorielle du vent. Imaginons qu'on a un vol aller et retour entre deux villes, et ceci avec la direction du vent et l'autre vol contre la direction du vent. Donc, celui-là consomme une quantité d'énergie plus petite que celui-là. Et dans ce sens, on peut calculer la quantité de carburant requise pour compléter une excursion ou bien un voyage. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre épisode. Je vous souhaite un bon visionnement. Je vous souhaite du bonheur et à la prochaine. Au revoir. What else? Learn and enjoy. Free quiz, model answers, live sessions with teachers.